Merci Liliane, comme toujours, pour ton accueil. Je ne sais pas s'il y a un lieu en Europe qui aura vu un tel défilé de gens qui ont des choses intelligentes à dire sur ce que nous vivons. Ça, c'est pas sûr. Comme on dit en anglais, this is the place to be. Et ce soir, encore plus que jamais, puisque nous avons effectivement le privilège d'avoir avec nous Ariane Biron. Alors juste pour que vous ne commettiez pas d'impair, ça vient de l'occitan, on dit Biran et pas Bileran. Merci Jean-Louis. Pour rendre attentif, pas qu'il y ait un incident diplomatique. Et puis, je me faisais la réflexion que c'est vrai que dans le déluge d'absurdité, voire d'insanité qui a été adressé à la population depuis le début de cette crise, il y a eu un certain nombre d'experts qui avaient des choses intelligentes à dire, qui se sont exprimés, mais au fond relativement peu. Pour toute la francophonie, il doit y avoir 50 ou 60 personnes. Et on peut penser évidemment à des statisticiens comme Pierre Chaillot, à des généticiens comme Alexandra Orion-Côte, quelques journalistes. En Suisse, on a eu Slobodan Despot, on a eu Guy Bettan, Daniel Vermus qui est avec nous. Mais au fond, c'est relativement peu de personnes. Et puis avec cette particularité d'avoir une réelle parole experte. Alors la crise en cours, elle est assez redoutable parce qu'elle est en train de démolir l'expertise, comme elle est en train de démolir la médecine, comme elle est en train de démolir à peu près tout. Et donc expert aujourd'hui est en train de se transformer soit en petit dictateur autoritaire qui impose des choses totalement absurdes aux gens, soit guignol qui raconte n'importe quoi alors même qu'il est censé savoir de quoi il parle. Il faut dire qu'effectivement, il y a une parole experte, et il faut se souvenir que d'après son étymologie, expert, ça veut dire éprouvé par l'expérience, qui a fait ses preuves, qui tient la route. Et donc on a un peu perdu ça de vue au cours de ces dernières années, mais un expert, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui dit des choses pertinentes par rapport à la réalité. Et donc voilà, je suis très heureux qu'on partage cette soirée avec Ariane. C'est vrai que moi j'ai vu tout de suite que rien n'était conforme à l'ensemble de nos connaissances en santé publique. Donc d'emblée, on a vu que ce que disaient les autorités ne jouait pas, que les bons systèmes de collecte de données ne jouaient pas. Ioannidis, qui est un des épidémiologistes les plus connus au monde, a dit dès mars 2020, on va vers un fiasco des données. Parce que quand on mélange les morts du Covid et les morts avec le Covid, on n'a juste aucune idée de quoi on a à faire. Et on sait ne pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça révélait qu'une expertise était faisandée. Donc pour moi, ça a été très simple de m'exprimer très vite. Mais après, avec ce questionnement évidemment qui est monté, qu'est-ce qui fait que tous les pseudo-experts ne voient pas le problème, qu'ils énoncent des choses fausses à la population, qui commencent à se comporter comme des petits tyrans et parfois franchement des sales types? Et là, moi j'ai bien détecté qu'on était dans quelque chose d'anormal. Mais très vite, il y a eu les éclairages d'Ariane qui sont venus à la rescousse, parce que elle, c'est son domaine. Et donc, pour faire très brièvement sa bio, Ariane est normalienne, donc elle a réussi le concours d'entrée à Normal Sup et a étudié. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron l'a échoué à 2 reprises. Et il paraît qu'il n'aime pas du tout qu'on le rappelle. Donc, nous n'allons pas écouter. Et donc voilà, qu'elle a tout un parcours de philosophie, mais au sens le plus exigeant du terme, et notamment avec une spécialisation en philosophie politique et morale, mais elle s'est toujours aussi beaucoup intéressée au psychisme humain, puisqu'elle est également psychologue, docteur en psychopathologie. Et c'est là où je voulais en venir avec ma première question, c'est que ces quelques personnes qui ont pris de l'espace pour s'exprimer publiquement, quand je regarde en arrière mon propre parcours et celui d'autres personnes, c'est comme si on a eu des vies qui nous ont préparés à ça. Et finalement, dans cette espèce de mystère de l'existence, ma fille âgée de 15 ans vient d'acheter un t-shirt chez Zadig et Voltaire, petit coup de pub en passage, sur lequel c'est marqué Amor Fati. Une expression de Nietzsche qui veut dire l'amour de la destinée ou du destin. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a un amor fati, il y a une coïncidence du destin qui fait que finalement on a tous vécu des expériences préalables qui nous ont permis de nous orienter. Et voilà, il faut savoir qu'Ariane a également beaucoup travaillé les questions de manipulation et de perversité, notamment dans le milieu professionnel. Elle a été experte auprès des tribunaux, et Dieu sait si c'est un problème, notamment de par sa fréquence.
mais aussi que la plupart des gens ne savent pas le repérer et le détecter, voire n'arrivent pas, alors même qu'on montre la réalité de ces processus, à reconnaître leur existence. Et puis, pour terminer, tu t'es également beaucoup intéressé à l'enfance, au développement de l'enfance, mais aussi à tout ce qui peut exister comme trauma infantile. Donc je pense qu'effectivement, quand cette espèce d'objet inattendu, de maltraitance collective, abusive, perverse, est apparu, le temps de prendre tes marques, et tu as parfois témoigné que tu as pris un petit temps de battement pour vraiment faire un peu le tour de la question, mais quand ta parole est venue, elle nous a tous énormément éclairés. Donc je pense que tu es une personnalité qui est devenue familière pour la plupart des personnes qui sont ici. Mais donc ma première question, ça serait, qu'est-ce qui précisément dans tout ce que tu as vécu au préalable du Covid, déjà si tu peux nous l'éclairer un peu plus que ce que je viens d'en dire, et puis qu'est-ce que tu penses qui t'a été le plus utile pour être apte à produire les analyses que tu as faites, sachant qu'il y a un certain nombre de livres, bien sûr, le débat interdit avec Vincent Pavant, les chroniques du totalitarisme, l'international nazi, il y a une psychopathologie du totalitarisme en préparation, donc une production extrêmement féconde. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a préparé en fait à cette épreuve? Alors, merci Jean-Dominique pour la question. Je vais d'abord répondre sur un premier versant qui est le versant analyse. On va dire que c'est vrai que je pense, faudra chercher, mais je pense avoir été la première à utiliser le terme totalitarisme en avril 2020. Et j'ai écrit un article qui se retrouve, qui s'appelait « Totalitarisme sanitaire, c'est pour ton bien ». Donc, époque où, a priori, c'était pas évident comme terme. Mais voilà, j'ai osé l'employer. Alors, ce qui m'a permis de l'employer et de faire ensuite des sortes de prévisions qui sont dangereuses, parce qu'évidemment, quand on fait des prévisions, on s'expose quand même à ce que ça rate. Donc, c'est quand même pas évident. Mais c'était d'avoir la certitude d'avoir trouvé le paradigme, c'est-à-dire le modèle. C'est pas du tout une médiumnité, mais c'est d'avoir le paradigme qui permet méthodiquement de savoir ce qui va se passer ensuite. Et ça m'a été abondamment reproché parce que malheureusement, je n'ai pas eu des prévisions, des prédictions très optimistes. Et elles ne le sont toujours pas. Alors, j'ai d'abord été choquée. Moi, j'ai été traumatisée, comme je pense tout le monde. Mais après, chacun... Mais j'ai été traumatisée parce que, en fait, ça dépendait des contextes personnels. Mais moi, mon contexte personnel, c'était que je voyageais le 30 mars, que ça faisait 5 ans que je n'étais pas allée en France. J'avais donc préparé mon truc, voilà, vachement bien, avec toutes les contraintes que ça fait de laisser une ferme, des animaux, tout ça. Et que d'un coup, je me faisais fermer les frontières et on me disait « tu vas pas voyager ». Donc tu vas pas encore, tu vas pas faire... Voilà, et du coup, dans ma tête, moi en plus, comme j'avais travaillé sur l'OMS avec les droits sexuels, c'était forcément un truc extrêmement grave, c'était obligatoirement un truc très grave qui m'empêchait d'aller faire ce... Voilà, je l'analyse après, mais j'ai eu 15 jours, 3 semaines de flottement. De sidération, de trucs. Et puis alors nous, on a eu des confinements très très durs, très sévères, militarisés, avec, on avait le droit de faire ses courses une fois par semaine, avec son numéro de carte d'identité, on n'avait pas le droit de sortir sinon, enfin c'était extrêmement dur. Voilà, avec des barrages entre les villes, enfin voilà, c'était extrêmement dur. Et puis extrêmement dur aussi du point de vue d'une population en Colombie qui vit de petits boulots, qui donc n'a pas d'aide sociale, n'a pas de chômage, et le gouvernement il n'a pas envoyé les aides. Donc d'un coup, les gens ne pouvaient pas ramener au quotidien de quoi manger. Donc rapidement, ils ont bien compris que ce n'était pas une question de santé. Très vite compris en fait, que c'était pas une question de santé et que là c'était gravissime. Donc moi j'ai aussi été prise d'angoisse à me dire mais qu'est-ce qu'on va faire là, parce qu'il
il n'y a plus rien, il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus de petits boulots, il n'y a plus des gens qui peuvent vendre leurs 3 fruits sur... qu'est-ce qu'on va faire? Donc, à ce moment-là, après, bon, au bout de 2-3 semaines, je me suis mise en... J'ai repris, en fait, enfin, j'ai digéré mon non-départ. Et puis, j'ai repris de l'action, et j'ai repris de l'action de terrain en créant, en fait, des campagnes pour aider les gens sur le plan alimentaire, puisqu'en fait, concrètement, ça a donné des populations. Juste voir que la famine en Amérique du Sud et la population, la misère en un an, elle a augmenté de plus de 35 millions de personnes qui sont basculées dans la misère grave. Donc tous ces gens savent très bien que ce n'est pas pour leur santé. Ils ont très bien su en 2020 que ce n'était pas une histoire de santé publique. Donc ils ont eu des anticorps très rapides. Et puis, donc je me suis mise en action pour me dire comment je peux, moi, aider les populations. Enfin, c'était des abandons d'animaux, parce que les gens ne pouvaient plus nourrir leurs animaux. Une situation apocalyptique. Et d'un autre côté, je me suis mise à refonctionner, à me dire, je vais prendre mes anciens réflexes, ça s'est fait un peu naturellement, de quand je faisais des audits et des enquêtes sur des plaintes de harcèlement d'entreprise. Je me mets en position décalée, et j'analyse ce qui se passe au niveau collectif. Et l'un des grands secrets de connaissance de la psychopathologie, c'est-à-dire comment les choses fonctionnent, parce que la psychologie ça peut être vaste, mais la psychopathologie qui est ce dans quoi j'ai effectivement ma connaissance, c'est analyser les processus qui se passent entre les gens, les mécanismes, etc. Donc je me suis remise là-dedans. Et tout de suite, j'ai dit, mais on est dans une situation de harcèlement collective par le pouvoir central, on va dire, parce que en fait, c'était des situations, des variations selon les pays, mais c'était quand même assez similaire. C'était plus ou moins grave. Et donc j'ai repris en fait mes vieux réflexes d'auditeur, de diagnostic de situation, et à commencer à analyser. Et notamment cette injonction de c'est pour ton bien, c'était en avril 2020, totalitarisme sanitaire, c'est pour ton bien. C'est-à-dire qu'on sait que les plus grandes maltraitances, de toute façon, c'est toujours quand on va nous expliquer qu'il faut qu'on accepte des maltraitances pour notre bien. C'est toujours voilà. Donc cette rhétorique de c'est pour ton bien m'avait alertée. Et puis j'ai eu un choc personnel dans un supermarché où effectivement une femme voulait absolument que je sois vraiment tenue à 3,50 m, elle était en train de mesurer son truc, quoi. Et là, ça m'a fait un choc, je me suis fait un choc, je me suis dit, mais ça va pas être possible, là. Voilà, et ça va pas être possible. Donc j'ai remis en place, voilà, mes outils d'analyse. Voilà, alors après, ces outils d'analyse, ils avaient été préparés, effectivement, parce que très jeune, je travaillais déjà, en philosophie politique, sur la question du totalitarisme. Et effectivement, le harcèlement est la méthode des totalitarismes. Donc quand on travaille sur le harcèlement comme je l'avais fait pendant des années, donc j'ai simplement repris mon corpus pour me dire maintenant ce que je faisais à l'échelle des entreprises, je vais le faire à l'échelle plus grande de l'État, notamment des discours, de comment ça se passe, etc. Parce que ce que je faisais en entreprise, c'était aussi ça, analyser les propagandes internes, les clivages, les groupes, les trucs qui régressent, ce que j'avais appelé les groupes régressés, c'est-à-dire quand des gens vont autoriser des situations, des harcèlements, vont trouver même que c'est justifié, que la personne, etc., etc. Donc tout ça, j'ai simplement repris ce que je savais, effectivement, ce sur quoi j'ai fait. Et je continue de temps en temps de faire des expertises aussi pour la justice sur les questions de harcèlement. Mais je l'ai appliqué à un cas plus grand. Voilà. Merci. Alors, effectivement, je crois que la plupart des personnes ici ont déjà suivi tes travaux, donc ont quelques bases dans ce que tu as fait connaître ou vulgarisé. Ton prochain livre portera sur la psychopathologie du totalitarisme. Tu es déjà l'auteur de la psychopathologie de la paranoïa, la psychopathologie de l'autorité, la psychopathologie de la pédophilie. Et nous, en tout cas, n'ayant pas tes connaissances, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait effectivement un discours absurde et même délirant, franchement délirant, qui s'est déployé.
comme l'histoire en France, vous avez le droit de consommer debout, mais pas, non, assis, mais pas debout. Je ne sais pas qui au monde, à part un personnage de théâtre de l'UNESCO ou de même Jarry, dans Hugues du Roi, peut nommer des choses pareilles, et avec cette extraordinaire situation où ça ne faisait pas réagir. C'est-à-dire que c'était comme s'il avait dit quelque chose de sensé, alors que c'est, pour toute personne qui a gardé pour dessous de bon sens, complètement délirante. Donc il y avait ça, ce côté vraiment délire-résonance, selon tes propres termes, ou ceux de la matière. Il y avait le côté effectivement dictatorial et abusif, et là on a vu plein de personnes se comporter comme des petits chefs tyranniques, persécutants, etc. Et alors dans mon expérience à moi, j'ai effectivement observé d'une part que c'est comme s'il y avait des pervers qui sortaient du bois parce que l'époque tout d'un coup leur donnait la licence d'être aussi pervers qu'ils l'étaient, alors que dans des circonstances normales, il fallait quand même se cacher un peu et faire les choses en sous-marin, mais aussi des gens qui n'étaient pas a priori des sales types ou des pervers, mais qui commençaient à se comporter comme cela. Et j'ai à l'esprit un médecin cantonal d'un canton roman plutôt vers le nord, que j'ai connu parce que j'ai travaillé avec lui en santé publique, et c'était un type un peu loufoque, un peu bizarre, il faisait toujours des sorties un peu mi-figue, mi-raisin, il écrit des romans policiers, donc vous voyez. Mais franchement, c'était pas un sale type, on a travaillé sur plein de projets ensemble, il avait une vraie éthique, il avait un vrai respect des personnes. Et là, il a commencé à se comporter, mais comme un harceleur et un persécuteur. Et donc moi, je me suis dit, tiens, non seulement l'époque permet à des salauds de sortir du bois ouvertement et de s'en donner à cœur joie, mais en plus transforme des gens normaux en sales types. Et moi, j'ai bien sûr eu l'assonance de l'Allemagne nazie. On sait tous que les Allemands n'étaient pas tous des salauds et des pervers et des sales types, mais qu'un pays entier a accepté d'embarquer là-dedans. Et d'ailleurs, le psychologue canadien Jordan Peterson a récemment interloqué un journaliste où il a dit, mais vous savez, on a tous un Hitler en nous. Alors le journaliste était comme ça. Mais comment vous pouvez dire ça que il a dit, mais attendez, si Hitler a pu rallier l'ensemble des Allemands à sa cause, c'est bien qu'il y a un Hitler en chacun. Alors le journaliste, aujourd'hui, ils ne sont pas très cultivés, ils ne sont pas très intelligents. Il était complètement... Donc voilà, entre cette licence des profils pervers, le fait qu'on a l'impression qu'ils sont partout dans les positions de commande, et le suivisme des gens, comment est-ce que tu décrirais cette psychopathologie du totalitarisme? Alors, j'aime beaucoup l'exercice d'essayer de vulgariser des choses extrêmement complexes. C'est vraiment... c'est un exercice que j'aime beaucoup. Alors, la question, c'est que effectivement, on remarque que par temps troublé, eh bien, ce que j'ai appelé la régression psychique, c'est-à-dire des gens régressent et des groupes régressent et perdent des valeurs communes qu'ils pouvaient avoir, même des valeurs qu'ils revendiquent eux-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont militer pour les droits humains, mais ça ne les dérange pas du tout que dans certaines circonstances, hein, il y ait des exceptions, par exemple. C'est ce genre de truc. Et c'est vrai que ça m'avait toujours questionné. Je pense, depuis toute petite, je voulais vraiment comprendre comment c'était possible qu'effectivement des gens bien sous tout rapport puissent basculer et devenir totalement déviants. Et donc, ça a été la question qui m'a obsédée. C'est-à-dire que quand j'ai lu Hannah Arendt, je me suis dit, mais elle n'a pas répondu à la question. Et voilà, donc ça m'a obsédée. Enfin, c'est une obsession personnelle. Donc voilà, donc psychopathologie du totalitarisme, je donne la réponse, la mienne, à cette question qui m'obsède depuis, donc, peut-être pas 45 ans, mais presque. Et voilà, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que quand on va basculer dans un système totalitaire, c'est un régime, entre guillemets, système politique très particulier qui va mettre au pouvoir
série de pathologies psychiatriques, psychiques en fait, et inverser la stigmatisation en stigmatisant les saints d'esprit qu'il va finir par psychiatriser. Dans tous les régimes totalitaires, ça se passe comme ça. Parce qu'en fait, c'est comme si les fous prenaient le pouvoir, pas n'importe quel fou. Donc c'est pour ça que j'ai bien insisté sur la psychose paranoïaque, qui fonctionne à la projection et à l'inversion accusatoire, c'est-à-dire effectivement typiquement c'est le harceleur harcelé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait toujours le profil paranoïaque, il va toujours harceler les autres, mais dire mais en fait moi j'ai rien fait, puis c'est de leur faute. C'est de la légitime défense. Voilà. Donc ça fait partie de cette pathologie, de cette psychose, mais ce n'est pas cette psychose seule qui arrive à se mettre en place, hein, puisque certains ont parlé de psychopathes, mais les psychopathes ne dirigent jamais dans un système totalitaire, puisque tout simplement un psychopathe, c'est Guy Georges, c'est un violeur en série, il n'a pas les compétences de diriger, de planifier, de faire un plan quinquennal, un agenda 2030 et je ne sais pas quoi. Par contre, en tant que milicien, il est bon. Voilà. Et donc, moi, j'ai travaillé à affiner, en fait, ces profils, ces alliances. On sait que la perversion, qui n'est pas une maladie mentale, la perversion n'est pas une maladie mentale puisqu'il n'y a pas de délire, il n'y a pas de déni de réalité. C'est un rapport relationnel à l'autre, ce qui est très différent. Ah oui, mais du coup, c'est important de classifier. Et donc, la perversion, c'est une protection pour ne pas devenir fou. Donc ce qui se passe, c'est que dans le système totalitaire, comme on a des fous au pouvoir, on va avoir une explosion de gens qui vont devenir pervers, qui ne l'étaient même pas, qui ne le seraient peut-être jamais devenus, pour ne pas devenir fous. Donc ça, voilà, c'est tout le corpus psychopathologique que j'ai essayé de mettre en place, et effectivement dans Psychopathologie du totalitarisme, j'explique tout ça, donc il paraît en septembre, j'explique toutes les étapes de régression, les étapes, les remparts qu'on peut avoir contre ces étapes de régression, parce que comme je le dis depuis le départ, eh bien notre enjeu, il est d'abord de conserver notre santé mentale dans cette affaire. Et ça n'est pas simple du tout, puisqu'elle elle est attaquée par tous les biais. C'est la raison pour laquelle vous voyez bien d'ailleurs certains sont pris à l'usure, c'est-à-dire qu'au départ ils n'étaient pas du tout pris dans ce système totalitaire, et puis par érosion, par usure, et bien 3 ans après on retrouve des gens qui vont défendre telle ou telle idéologie, on se dit mais qu'est-ce qui leur arrive? L'inverse est vrai aussi, hein, des gens qui se sont déconditionnés mais tout ça c'est vraiment des mécanismes psychologiques. Et c'est vrai que la psychologie, elle est souvent la grande méprisée. Bon, elle n'est pas forcément très bien représentée non plus, hein. Mais elle est la grande méprisée de l'histoire. Or, il me semble que cet outil est extrêmement pertinent, parce qu'on sait que ce qui se passe dans le système totalitaire, c'est la contagion, ce qu'on appelle la contagion délirante, ce qu'Hannah Arendt appelle le virus du totalitarisme, c'est-à-dire qu'il y a un aspect contagieux. Cette contagion, elle est psychique. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la subtilité des mécanismes de contagion. Voilà. Et donc, comment ça marche? Par exemple, qu'est-ce qui se transmet entre les gens, en fait, exactement? Pourquoi à un moment donné, des gens qui avaient des repères, qui avaient des valeurs, etc., finissent par basculer. Et à l'inverse, puisque tu citais des gens qui n'étaient pas des salauds qui le deviennent, à l'inverse, il y a des salauds originaires, on veut dire des délinquants de base, etc. Eux, ils connaissent le vice. Donc quand ils le voient arriver, ils ne se laissent pas prendre dedans. Je veux dire, en Colombie, beaucoup, ils ont tout de suite vu le truc. Hein. L'embrouille, ils ont dit, ah ça c'est du business, voilà. Donc, oui, et le business de Pfizer et compagnie, bien sûr. Donc, voilà, ces mécanismes, c'est très subtil, mais ça nous dit effectivement que nous avons un Hitler en chacun de nous, parce que nous avons en fait tous traversé, je l'explique dans le livre, tous traversés dans nos
Nos premières années de vie, nous avons tous traversé des moments paranoïaques. Et en fait, effectivement, ça vient taper sur quelque chose de très archaïque, qui est, comme je l'explique aussi, le besoin d'être, par rapport à un excès d'angoisse, d'être réenglobé dans une espèce de sentiment océanique de groupe dans lequel on va coller, on va faire collage. Et on sait très bien que pour faire collage dans des groupes, il faut accepter ce qu'on appelle le secret pervers. Le secret pervers, c'est l'existence d'une transgression sur laquelle personne ne doit s'exprimer. C'est-à-dire tout le monde le sait, mais personne ne doit en parler. Et ça permet de cimenter le groupe quand il commence à être régressé. Et comment il régresse? À la faveur de la terreur, de l'angoisse, etc. Donc chacun va chercher un surcroît de protection et va donc, c'est un petit peu comme dans toute secte ou tout clan mafieux, va accepter de laisser une partie de sa sécurité, d'une illusion de sécurité que lui donnerait le groupe, et donc il va consentir à partager ce secret pervers. L'existence du secret pervers. Alors on repère le secret pervers, et on en parlait hier, c'est vraiment, parce que j'ai un atelier où on réfléchit ensemble, il y a des participants ici, sur toutes ces questions, mais en fait, le secret pervers, il se repère. On ne sait pas forcément ce qu'il est, mais je vais vous prendre un exemple. Dans une famille, le secret pervers, c'est le grand-père qui abuse de toutes les petites filles. Et tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Et en fait, on le sait plus ou moins consciemment, mais tout le monde va protéger ce secret parce que si jamais ce truc-là était dit, ça ferait exploser le clan. Et en fait, dans le système totalitaire, c'est un cumul de secrets pervers à tous les étages. Et au point que, à la fin, on ne peut même plus rentrer dans aucun groupe, d'ailleurs, qu'il soit entre guillemets de la résistance ou pas, sans devoir faire une allégeance à un certain type de secret pervers. Et donc c'est un moment très particulier où on est confronté à une solitude existentielle si on veut garder sa santé mentale. Voilà. Merci. Alors j'ai peur qu'on en ait un très bel exemple en Suisse, puisque l'actuel président de la Confédération et ministre de la Santé a annoncé qu'il ne se représentait pas à la fin de l'année, et personne n'a évoqué des mensonges crasses qu'il a dit à la population. J'en donne juste 2 exemples, mais il y en aurait 200. Le premier, en avril 2021, il a donné la parole de l'État, il a assuré que dès que tous les Suisses qui souhaitaient recevoir une certaine injection génique expérimentale l'auraient fait, toutes les mesures seraient levées, quoi qu'il en soit. Et quand tous les Suisses ont été injectés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé des mesures encore plus dures. Et en octobre 2021, juste avant une votation populaire, il a dit les gens qui ont un pass sanitaire, donc qui ont été inoculés, prouvent par là même qu'ils ne sont pas contagieux, alors que la responsable de l'Office fédéral de la santé publique en charge des épidémies avait dit 3 mois plus tôt, même les vaccinés sont contagieux. Et ces mensonges éhontés, parce que c'est la parole publique qu'on engage quand on est un gouvernant, n'ont été relevés par aucun journaliste, aucun politique, aucune personne qui a conservé le droit de faire ou de dire. Donc il y a vraiment ce secret pervers. Et ce que je trouve de très intéressant dans ton explication, c'est qu'on sent bien que les gens sont au bord de la folie, mais qu'au fond, c'est comme s'ils préservaient leur homéostasie en restant accolés aux mensonges, parce que le fait d'ouvrir les yeux sur ce dans quoi ils ont été pris me donne l'impression que la plupart des gens ne seraient pas capables de faire face à une révélation de cet ordre. Et donc là, on a cette inversion, c'est-à-dire que la folie devient le raisonnable devient la folie, et avec une agressivité immédiate qui se traduit notamment par le fait de ne pas vouloir savoir. Le travail d'un journaliste ou d'un politique, c'est de chercher à savoir, c'est d'écouter l'expert ceci, l'expert cela, de contraster les points de vue, et eux ne veulent pas savoir. Et si on s'approche avec une information, on est tout de suite agressé, notamment avec les étiquettes de rigueur, parce qu'on sent le péril psychique chez ces gens.
Alors ma question, c'est, et effectivement, on se dit aussi, si ça se répète encore et encore à travers l'histoire, c'est qu'on n'a toujours pas compris. Cette fameuse phrase qui dit « À quoi bon savoir que 6 millions de Juifs sont morts dans les camps de déportation si on ne comprend pas comment un pays comme l'Allemagne a pu générer ça ?» Donc, comment est-ce qu'on sort de cette emprise perverse? Est-ce que tu penses que les Allemands ont quand même fait un gros travail de conscience et de mémoire? C'est très présent en Allemagne, en tout cas ça l'était jusqu'à il y a peu, mais ça serait quoi les conditions pour accompagner les gens à pouvoir sortir de cette transe hypnotique et retrouver la raison, si tant est que ça soit possible? Alors, moi je crois qu'on a déjà un présupposé, enfin le présupposé que tu dis, qui est qu'il y aurait une possibilité de progrès. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de progrès dans l'humanité. Mais la simple et bonne raison, c'est que je prends des textes du 5e siècle avant Jésus-Christ qui décrivent la nature humaine, elle est identique. Donc, c'était juste mieux écrit. Donc c'est pour ça que ma réponse tout le temps, elle est individuelle, c'est-à-dire qu'on peut individuellement faire un chemin, mais croire que l'humanité ou le collectif humain serait... c'est une idéologie, quoi, cette idéologie du progrès. Je pense qu'il y a du progrès technologique, oui. Encore, du coup, à mesure du progrès technologique, on a une destruction des humanités. Mais sur le progrès de la nature humaine par l'éducation, oui, dans le sens, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des cycles, il y a des cycles de l'histoire, mais qui nous dépassent presque complètement. C'est aussi toute la philosophie de l'histoire qui nous l'explique, c'est-à-dire qu'on a des naissances, croissances, dégénérescence et mort d'une civilisation, d'individus, enfin tout obéit à cette nature-là. Donc oui, l'éducation, elle va être rendue possible dans un cycle de croissance. On a eu ça, on a retrouvé des moments où le grec ancien avait complètement disparu, on s'est dit on va le remettre, on va le reprendre, on va reprendre effectivement des œuvres antiques parce que maintenant on reprend des chemins de l'esprit, mais entre-temps il y a eu des périodes, voilà, et là on est dans une période... j'ai raconté à Jean-Dominique que je suis allée voir l'Avare à la Comédie Française et que ça m'a fait un choc. Là, j'ai mesuré que voilà, la Comédie Française, vous savez, c'est la salle Richelieu, c'est la tradition de la tradition de la tradition. Molière jouait tous les ans depuis le XVIIe siècle, le fauteuil Molière, les costumes. Bon, ben maintenant, on est transposé après la guerre, après 1945, en transat piscine, les Alexandrins, ils sont explosés. Et puis, il y a un acteur qui nous montre ses fesses. Voilà, bon. Donc, j'ai pris la mesure que, voilà, il n'y avait plus aucun bastion qui permette de préserver des traditions. La question de la tradition, elle est fondamentale. La question de préserver des œuvres de l'esprit et de préserver du classicisme, surtout dans l'éducation, c'est pas moi qui le disais, c'est Hannah Arendt, c'est la condition de l'innovation. Parce que si on ne fait que innover, en fait... on innove par rapport à quoi? Donc, voilà. Donc, il faut mais là, aujourd'hui, tout a explosé. Donc, on est dans cette phase effectivement, que j'avais déjà comparé l'année dernière à la décadence romaine. On le retrouve dans les mœurs des dirigeants. On le retrouve dans cet effondrement psychique, puisqu'on parlait de perversion. De toute façon, la perversion, elle est narcissique et sexuelle tout le temps, donc on retrouve cet effondrement. On voit bien que cette obsession de la sexualisation de toutes les sphères de l'existence en France, ils sont complètement dans des campagnes publiques, il n'y a plus que ça, quoi. Donc c'est-à-dire que tout est en dessous de la ceinture, on n'est plus du tout en train d'élaborer, et ça ne va aller que de mal en pis. Simplement, ce qu'on peut essayer, c'est soi-même essayer de se sortir de ce truc-là. Et donc, je ne suis même pas sûre qu'on puisse aider les autres, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, mais je pense qu'en fait, aider les autres, déjà pourquoi, quelle est la motivation derrière? Moi, c'est vrai que
Alors, en tant que psy, je me pose toujours la question de la motivation. Pourquoi on veut aider les autres? Souvent, quand on creuse un petit peu, on retrouve des motifs très égocentrés. Hein. Bah oui, bah c'est comme ça. C'est parce que c'est la nature humaine. Donc, avant d'aider les autres, il faut d'abord s'aider un minimum soi-même, au lieu d'essayer de mettre la pression à l'autre pour qu'il ouvre les yeux, ce qui est en fait simplement une réponse à sa propre angoisse, c'est tout. Donc il faut soigner sa propre angoisse. Qu'est-ce qui fait que les gens rentrent dans le déni? C'est l'angoisse. Donc effectivement, qu'est-ce que c'est le déni? C'est je ne peux pas voir la situation telle qu'elle est. Et donc, en reprenant notre exemple de système familial vérolé, mais enfin on peut prendre la même chose, c'est juste parce qu'il parle à tout le monde, mais c'est exactement la même chose au niveau de ce qui se passe aujourd'hui. Le secret pervers des transgressions, on pourrait le décliner, on peut faire 10 tomes là-dessus, hein, entre les euthanasies déguisées, voilà, bon, on a une panoplie de choses qu'on pourrait égrener. Mais dans ce système familial, si je dis ce qui se passe avec le grand-père, le clan s'effondre et je me retrouve tout seul. C'est ça le problème de la nature humaine. C'est ce besoin grégaire à la base. Et se retrouver tout seul, les philosophes Pascal l'avait dit, on ne peut pas... c'est la problématique de l'être humain. Que je suis tout seul, eh bien, instinctivement, je peux croire que je ne survis pas, sauf que dans le système totalitaire, ça va peut-être être la seule possibilité de survie. C'est d'être tout seul. Parce que dit à un moment donné, Vera Sharav, dans son documentaire, où elle dit à un moment donné, mais effectivement, ce sont ceux qui n'ont pas suivi le groupe, quel que soit le groupe, ceux qui ont tout seuls, ils ont sauté des trains, eux, ils ont survécu. Ceux qui ont continué dans l'état d'esprit grégaire, et tous les groupes sont attaqués dans le système totalitaire. Parce que il y a vraiment un mythe grec que j'adore, qui est les Bacchantes, hein, d'Euripide, c'est la pièce de contagion délirante, c'est-à-dire que mais avec Dionysos qui arrive, effectivement, il demande à être reconnu à Thèbes, et Dionysos, vous savez, il arrive avec ses satyres, ses silènes, etc. Donc le roi de Thèbes, il dit, mais non, pas de ça chez nous, quoi. Trop de délinquance, trop de débauche, ces femmes délurées, nous, c'est des matrones très respectables. Et Dionysos, il va dire, ah oui, t'es matrone très respectable, mais tu vas voir. Et les matrones très respectables, elles deviennent encore plus déchaînées que les Bacchantes. Et donc on a évidemment le roi de Thèbes qui finit dépecé par sa mère. Et c'est tout le message, la profondeur du mythe, c'est de bien dire que si on ne reconnaît pas qu'on a la potentialité de la folie en soi, eh bien, et qu'on se croit respectable, honnête citoyen, pour le bien commun, etc., eh bien, on est celui qui va commettre les plus gros dégâts. Alors on a une petite pensée pour Michel Maffezoli en cours de route, qui a beaucoup travaillé le mythe de Dionysos et cette place à faire aussi au pulsionnel à l'intérieur de quelque chose de trop ordonné. Mais on voit bien cette attaque, hein, effectivement, contre tous les fondements de la civilisation. Alors tu as rappelé les 4 piliers qui sont la différenciation des sexes, la différenciation des générations, l'interdit du meurtre et l'interdit de l'inceste. L'interdit du meurtre, c'est par exemple les campagnes de harcèlement et d'attaque en ligne aujourd'hui qui visent vraiment à détruire la réputation de certaines personnes. C'est du meurtre sur le plan symbolique. On voit aussi cette attaque contre tous les classiques. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en parlant avec des hypnotisés, j'entendais souvent l'expression « je ne peux pas croire que », je ne peux pas imaginer que les médecins fassent quelque chose de nocif. Je ne peux pas croire que tout le monde soit de mèche. Et au fond, l'assonance que ça a créé en moi, c'est que c'est un manque d'imaginaire. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas imaginer. Alors déjà, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont plus rien de rationnel. Mais en plus, ils sont même handicapés dans leur capacité d'imagination, mais aussi privés
de l'accès à toute la littérature, parce que toute la grande littérature, ça n'est que la démonstration de la manière dont les puissants tendent à abuser de leur pouvoir pour s'y maintenir. Mais si on n'a pas ces références, si on n'a pas les Grecs, si on n'a pas Shakespeare, si on n'a pas Hannah Arendt, à ce moment-là, avec quoi peut-on penser? Vous voyez ce que je veux dire? On peut juste dire, je ne peux pas penser que, on n'en a pas parlé chez Hanouna. Et vraiment, cette attaque contre la logique, contre l'intelligence, contre la culture, contre la sensibilité, contre l'épaisseur, c'est quelque chose qu'on voit dans l'éducation nationale, par exemple, où c'est un programme, certains auteurs ont parlé, c'est pas très gentil, mais c'est assez vrai, de la fabrique des crétins, oui. Et on voit qu'il y a vraiment un plan. Oui. Hein, oui. On sait que le taux de testostérone chez les hommes a baissé de moitié depuis l'après-guerre. Quel que soit votre âge, il y a une chute du taux de testostérone liée probablement à des pollutions chimiques et psychiques, mais le quotient intellectuel ou l'équivalent, parce que ce n'est pas une très bonne mesure, mais l'intelligence est en train de régresser en Occident. Et puis, on observe aussi qu'une de leurs principales cibles, et ça c'est un sujet que tu as travaillé depuis de façon bien antérieure à ça, c'est les enfants, c'est l'enfance. Hein, c'est à la fois la traumatisation de l'enfance, mais aussi le dénigrement de l'enfance, comme si, au fond, l'enfant était quelque chose de trop, qui n'était pas vraiment nécessaire, source de nuisance, qu'on pouvait violenter à volonté. Comment est-ce que tu mets en lien tout le travail que tu as fait? Alors, c'est aussi un sujet complexe, je m'en excuse, mais sur un agenda ouvertement pédophile de l'OMS. Alors, ça choque les hypnotisés, parce qu'ils se disent « mais c'est pas possible, je ne peux pas l'imaginer ». Mais effectivement, tout ton travail antérieurement à la crise Covid, ça a été de montrer que le fameux programme des droits sexuels de l'être humain à partir de sa naissance visait en fait à importer la sexualité adulte dans le monde de l'enfant, et en se basant notamment sur des références comme celle d'Alfred Kinsey, qui est ce fameux chercheur américain financé par Rockefeller, mais qui a passé l'essentiel de sa vie à torturer et à violer des enfants. Et c'est sur la base de ces expériences immondes que toute une théorie délirante a émergé. Et donc, voilà, je sais que tu avais déjà rappelé que dans l'Allemagne nazie, il y avait beaucoup de viols d'enfants pour les transformer en êtres dissociés, en guerriers potentiels. Donc, comment est-ce que tu raperches ces deux continents de ton expertise, mais dans l'actualité du moment, sachant qu'à mon avis, c'est un des endroits où il y a un réflexe de défense chez les gens hypnotisés. Il y a une limite, là où quand on amène des drag queens dans les jardins d'enfants et qu'on cherche à enseigner ce qu'est le sexe anal à 12 ans et le sexe oral à 6 ans, là même les parents totalement crédules par rapport à la dérive ont souvent des mouvements viscéraux. Oui, ils ont des mouvements viscéraux, mais ils ne remontent pas. Et je vois chez les professionnels le secret pervers arriver concernant la dénonciation de l'OMS. Donc on va parler de dérive de l'éducation sexuelle. Non, mais en fait c'est comme ça, le programme il est comme ça depuis le départ, c'est juste un cheval de Troie. Ça c'est impensable. On a même des collègues qui nous ont écrit, à ma collègue Amandine Lafargue et moi-même, qu'ils ne voulaient pas être associés à nos noms, parce que nous dénonçons l'OMS, c'est tout simple. Voilà. Donc c'est sympa de recevoir ce genre de mail. Voilà, un petit coucou au passage. Ce que je voulais dire, c'est que je pense le lien, il est dans justement l'imaginaire. C'est-à-dire que le monde de l'enfance, c'est le monde de la construction progressive de son imaginaire comme endroit de sa sécurité intérieure. C'est-à-dire précisément le jeu, le fait de... Il faut laisser absolument les enfants s'ennuyer puis qu'ils commencent à créer leur monde. Et ce que vient faire le système totalitaire, c'est casser cet endroit chez tout un chacun. Puisqu'on sait qu'il va fonctionner par choc traumatique, donc il va menacer l'intégrité, ou donner le sentiment de menacer l'intégrité. La fameuse phrase « nous sommes en guerre », on a bien compris que notre intégrité était menacée. Par exemple, où un dangereux virus menace la survie de l'espèce, notre intégrité est potentiellement menacée. Donc on a un vécu, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais le vécu est là. Et quand on va avoir des vécus traumatiques, eh bien, on sait que ça casse tout l'accès à l'imaginaire. Et cet accès à l'imaginaire, il est d'autant plus
détruit aujourd'hui par la prolifération des écrans qui, quel que soit le contenu, nous met en posture psychique passive et non créative, et quelle que soit la nature du contenu. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu énormément d'alertes sur les effets psychologiques sur les écrans, sur les enfants, peu importe qu'il s'agisse d'un cours d'anglais extrêmement élaboré, même d'un cours de latin. La problématique est que l'écran lui-même, c'est-à-dire le règne de l'image, vienne entraver le développement de l'imaginaire chez l'enfant, qui est donc extrêmement précieux, puisque ce développement de l'imaginaire est la condition de sa sécurité affective, émotionnelle. Okay ? Donc ce qui se passe, pourquoi le système totalitaire qui ne fonctionne qu'à l'angoisse, qui est dirigé par des profils qui n'ont pas accès à l'imaginaire. Par exemple, on sait que dans la perversion, il n'y a pas accès à l'imaginaire. Il n'y a que des scénarios répétitifs. Il n'y a pas accès à de la fantaisie. Précisément, si on prend la question de la sexualité, l'érotisme, c'est la partie imaginaire. La pornographie, c'est la cassure de l'imaginaire. Donc, effectivement, à partir du moment où on a une sexualité qui est sans imaginaire, eh bien, on a une sexualité extrêmement pauvre, relationnellement et même pour soi-même. Et on n'est que dans de l'addiction. Donc, pour sortir de l'addiction, il faut faire rentrer de l'imaginaire. Et c'est bien ce mystère, ce rêve qui rentre, qui permet de construire une vie relationnelle épanouie, une vie sexuelle épanouie, une vie affective épanouie, une vie professionnelle épanouie. Et quand on casse l'accès à l'imaginaire chez les gens, on les fait basculer dans l'angoisse. Et à partir de cette angoisse, il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cette angoisse ? Eh bien, au sommet de l'angoisse excessive, eh bien, on va faire ce qu'on appelle, nous, des passages à l'acte. C'est-à-dire, des pétages de plomb. Voilà. Donc vous avez de plus en plus de gens qui pètent les plombs, tout simplement, parce qu'ils n'ont plus de quoi résoudre à l'intérieur. Donc, ça peut expliquer cette haine de l'enfance. C'est une des explications, hein, il y en a plein. Mais on sait que si on prend cette fameuse psychose paranoïaque au niveau individuel, qui est contagieuse, on le sait, par la psychiatrie, de très longue date, ce n'est pas du tout des choses nouvelles. Moi, je ne fais que reprendre de la psychopathologie traditionnelle. Alors évidemment, elle est très novatrice aujourd'hui, puisqu'elle n'est plus du tout enseignée, mais enfin bon, je veux dire, c'est du corpus tout à fait classique et logique, et connu. Donc je veux dire, les phénomènes de folie résonante, de folie à deux, etc., ce sont des choses tout à fait connues et traditionnelles en psychiatrie. Donc cette contagion, ces épisodes de contagion délirante dans la paranoïa, on sait que la paranoïa a une haine de l'enfance, mais parce que un parent paranoïaque va vous détruire, hein, le gosse, hein, pour son bien, voilà. Mais parce qu'il y a quelque part une impossibilité de laisser l'enfant pouvoir croître dans son autonomie psychique, qui va lui permettre à un moment donné d'atteindre sa liberté, qui va s'atteindre dans sa sécurité intérieure, qui est dans son imaginaire. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui se joue à grande échelle. Donc il faut détruire ça. Comment est-ce qu'on va détruire l'enfance ? C'est-à-dire la possibilité, donc, si on entend par enfance, ce moment où on va déployer justement presque ce qui va nous accompagner toute notre vie, c'est ce déploiement de l'imaginaire qui va nous construire notre sécurité interne. Eh bien, on va du trauma. Et quel est le plus grave trauma ? Le trauma sexuel. Et encore plus grave que le trauma sexuel, les tortures et les mutilations. Voilà. Et c'est tout le temps comme ça, parce qu'effectivement, ce qu'on ne nous enseigne pas, mais qu'on retrouve, hein, à travers les travaux de Judith Reisman, etc., c'est vraiment... ce sont des pratiques systématiques, la question de la transgression sexuelle dès le plus jeune âge, pour pouvoir endoctriner, en fait. Parce qu'effectivement, quand on dissocie des personnes, après, c'est très facile de les endoctriner. Oui, et on observe ce forcing de formes de dépravation est forcément porté par des intérêts qui ont les moyens de les porter et qui savent ce qu'ils font. Donc notamment cette prégnance de plus en plus forte de la figure des drag queens dans la société
Et on a tous regardé La Cage aux folles, que des adultes libres, en leur âme et conscience, choisissent de vivre des formes de sexualité déviante, dès lors qu'ils ne font de mal à personne. Moi, en ce qui me concerne, ça ne me pose aucun souci. Mais qu'on amène les drag queens dans les garderies. Récemment, j'ai réagi à un télécrochet. J'ai vu l'article dans Le Temps. Une Genevoise va représenter la Suisse dans le concours de la meilleure drag queen qui sera en prime time sur France 2 tous les soirs. Et vous voyez ce que je veux dire, qu'une déviance sexuelle assumée, qui ne fait pas de mal à d'autres, dans des cabarets réservés aux plus de 18 ans, ait un droit de cité, pourquoi pas, on n'est pas en Arabie Saoudite, mais balancer ça en prime time, sous le nez de tout le monde, et effectivement, quelqu'un a fait une liste de tout ce que les drag queens pouvaient faire d'utile, dépolluer la nature, lire des histoires à des personnes âgées dans les EMS. Enfin, il y a plein de choses que les drag queens pourraient faire, mais on sent qu'il y a cette attaque sur l'enfance. Et je salue la présence avec nous du docteur Dominique Chaton, qui est psychiatre et sexothérapeute et qui a pris position avec des collectifs de parents pour s'opposer à des lectures envers des enfants en bas âge. Et de nouveau, parce que c'est juste pas du tout adapté à leur psychisme et à leur développement. C'est cette effraction dans le monde de l'enfance dont il faut se prémunir, mais qui aujourd'hui donne l'impression d'avoir un boulevard. Et avec notamment tout ce discours, mais vous êtes intolérants, au contraire, c'est important d'éduquer les enfants à la tolérance, et on sent le poison absolument absolu dans cette affaire. Et on sait qui sont les gens qui promeuvent cet agenda. Devinez quoi, il y a Bill Gates qui finance ça, il y a la fondation Rockefeller en question qui avait financé les travaux de Kinsey, il y a l'Open Society de George Soros, et ils veulent des sociétés dont les frontières aient été éliminées. Ils veulent détruire l'État-nation, mais aussi créer n'importe quoi d'une certaine manière, c'est-à-dire où tout soit autorisé et tout soit possible. Et donc il y a vraiment une intentionnalité dans cette direction. Alors pour faire la transition avec un autre thème que je souhaitais aborder avec toi, c'est pas encore assez grave comme ça, vous êtes d'accord, ça c'était la musgueule, ça reste assez léger quand même. Eh bien à un moment donné, tu m'as présenté un manuscrit en ayant la bonté, en me faisant l'honneur de me demander si je voulais le préfacer, qui s'appelait l'Internationale nazie. Évidemment, comme j'ai aussi des mémoires de résistance, ça m'intéresse, comme j'avais perçu toutes les analogies entre l'époque contemporaine et l'époque nazie, je me suis penché dans ton manuscrit qui partait d'une remarque de Hannah Arendt en 1946 ou 1947, qui disait « Faisons attention, l'Allemagne a été défaite, mais il est plus que probable que le nazisme n'ait pas été défait. » Et en fait, et là encore, tu vois, c'est vrai que quand on fait des prédictions ou qu'on avance des hypothèses, on prend un risque. Parce qu'une hypothèse, elle peut s'avérer faux, in fine. Et comme la plupart des gens n'ont pas l'intelligence de faire la différence entre une hypothèse et une certitude, si tant est qu'on ait avancé une hypothèse qui s'avère erronée, on s'en prend plein la gueule, comme quoi on s'est trompé, etc. Mais tu développais sur la base de cette intuition, en relevant la manière dont, dès l'immédiate après-guerre, les nazis ont été, en fait, et vraiment les nazis du plus haut niveau, on ne parle pas du sous-fifre lieutenant qui conduisait un train malheureusement, mais du chef d'état-major de Hitler qui se retrouve à la tête de l'OTAN, du premier commissaire européen, président de la Commission européenne, qui était un nazi, de Kurt Waldheim, qui s'est trouvé secrétaire général des Nations Unies, des scientifiques qui ont été recyclés dans tous les pays, même quand ils avaient participé à des crimes contre l'humanité, y compris un historien vient de publier un livre, il a eu beaucoup de peine à trouver les données en France, où même le régime gaullien en 1946 a engagé des gens qui avaient été des tortionnaires dans les camps de la mort, parce que tout le monde considérait qu'ils avaient des savoirs scientifiques qui étaient particulièrement intéressants. Et donc, quand tout d'un coup on tisse tous ces fils, on voit effectivement qu'il y a tellement d'analogies entre le transhumanisme, le projet de Klaus Schwab, et puis même ces lignées héréditaires, où à travers Schwab et Ursula von der Leyen, on est dans des descendants de nazis qui ont un projet nazi. Et donc cette Union européenne qu'on nous a vantée comme étant le garant de la paix et du progressisme en Europe, aujourd'hui, si on regarde objectivement, a toutes les caractéristiques d'un projet nazi. Oui, ta question ? Comment est-ce que tu es arrivé à cette compréhension et comment est-ce que tu pourrais décrire un peu cette...
ce danger, parce qu'au fond, c'est ça le danger, c'est ce qui a échoué en 1945. Et donc, dans cette hypothèse, je fais encore juste un petit aparté, au fond, les nazis savaient très bien qu'ils allaient perdre la guerre. Et donc, ils ont choisi de sacrifier l'Allemagne, parce que leur but, c'était la domination mondiale et qu'ils ne pouvaient pas l'établir depuis l'Allemagne. Et sachant que, de toute manière, le régime hitlérien avait été financé à donf par notamment des intérêts américains, presque de Bush, le père de George Bush Jr. Senior et le grand-père de George Bush Senior, les Rockefeller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ils ont sacrifié l'Allemagne, enfin c'est l'hypothèse, ils auraient sacrifié l'Allemagne, mais pour pouvoir, en l'espace de 50 ou 60 ans, étendre leurs tentacules partout et se retrouver dans une situation où ils avaient toutes les cartes en main et tenaient tous les leviers de commande. Alors, comment je suis arrivée là? D'abord, donc, mon immersion en Amérique du Sud m'a fait prendre conscience que nous n'avions pas du tout la même vision entre... Enfin, je prends de moi mon cas, qui est reçu une instruction française. On m'a dit plus jamais ça, la Shoah, tout ça. Et que finalement, en Amérique du Sud, ils sont quand même globalement assez conscients qu'ils ont récupéré un certain nombre de voyous qui continuent d'exercer le pouvoir et sont aux manettes d'un certain nombre de secteurs, dont la finance internationale. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai eu un premier choc. Je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre quand même, on n'a pas du tout la même vision. Et puis après, donc, quand je me suis vraiment penchée en fond dans les travaux de Judith Reisman, donc la professeure américaine qui a travaillé donc, sur l'imposture Kinsey, je me suis rendu compte qu'il y avait des préalables à Kinsey qui se retrouvaient dans le nazisme. Finalement, il y avait cette filiation aussi. Et puis après, moi, je suis quelqu'un qui avait beaucoup lu sur les rares intellectuels des années 30 qui avaient averti contre le nazisme, André Suarez, Günther Anders, Brecht, Hannah Arendt. Et moi, j'ai vraiment eu la sensation de similitude. Mais d'abord, je ne réussissais pas à les nommer. Donc c'est vrai que dans le livre Le débat interdit que j'ai écrit avec Vincent Pavant, j'ai commencé à nommer toutes les similitudes en prenant l'exemple de la Hongrie et des parcours historiques. Et puis, à un moment donné, je suis tombée sur l'article de Chapoutot, qui malheureusement ne s'est pas trop exprimé dans cette crise, mais sur la question de la santé, comment elle avait été instrumentalisée par les nazis. Là, je me suis dit, mais il me manque un corpus aussi de connaissances. Enfin, il y a quelque chose où on m'a présenté une version, mais finalement, cette version, elle est sans doute beaucoup plus complexe encore. Alors, j'étais arrivée au fait, à la conclusion que les expérimentations médicales ont été vraiment quelque chose de très, très important et pas un petit Mengele dans son coin fou furieux. Vraiment qu'il y avait des... j'ai fait traduire de l'espagnol un article justement sur le contrôle mental, la DARPA, etc., toutes ces expériences. Donc tout ça a été petit à petit. Et puis après, je suis tombée sur ce texte de Hannah Arendt où effectivement, c'est en 1945, elle l'écrit bien, que, attention, on a l'impression, on est dans la grande liesse que les nazis ont perdu la guerre en fait. Bon, déjà, il y en a beaucoup qui ont préparé les arrières depuis longtemps. Ils ont simplement sacrifié l'Allemagne, que le projet européen est un projet nazi, et qu'on risque de les voir réapparaître, puisque l'ambition n'était pas la domination de l'Allemagne, mais la domination totale de la planète. Voilà. Et donc, ce que j'ai voulu faire avec l'Internationale nazie, qui est un tout petit livre, c'était juste... non pas faire une grande argumentation en disant c'est ça, mais en disant si on prend cette hypothèse, ça donne quoi? Voilà, c'est ça. C'était si juste on tire ce fil, est-ce que ça donnerait quelque chose? Et puis après, j'avais déjà repéré Vera Sharaf puisque je l'ai interviewée en français à l'époque où personne n'en parlait. Il y a plus d'un an, j'avais repéré donc cette survivante de l'Holocauste.
ce qu'elle disait pour moi résonnait dans tous les accents de vérité. Voilà, il y avait quelque chose où je retrouvais chez cette femme, en tout cas ma façon de lire ce qui était en train de se passer, et une authenticité, enfin voilà, quelque chose où tu sais, tu vois la personne puis tu te dis mais c'est ça quoi. Alors je me suis heurtée à beaucoup de gens, notamment aussi des amis juifs qui m'ont dit ouais mais non, qu'est-ce que tu racontes, ça ne peut pas être ça. Et on voit aujourd'hui que la communauté juive est totalement divisée, clivée. Et donc c'est même extraordinaire, parce que moi je dis, enfin, j'ai un exemple de folie, d'irrationalité complètement dingue, parce que donc moi je défends le fait, effectivement, l'idée que cette hypothèse puisse être vérifiable et malheureusement, à mon avis, vérifiée. Donc je défends l'idée que les nazis, effectivement, sont... En tout cas, même les valeurs nazies. C'est-à-dire qu'on pourrait... La question, c'est pas le décor avec le décorum et puis les vêtements de théâtre, mais c'est qu'est-ce qui se passe dans les politiques eugénistes, dans les politiques d'utile, d'inutile, de surhomme, de sous-homme, enfin... Ça, c'est un concept, c'est pas simplement un décor de théâtre, c'est un concept dont il faut extraire l'essence. Et à cet égard, donc ça c'est la première chose. La première chose, j'ai effectivement analysé dans le débat interdit les similitudes de la période avec le démarrage des années 30. Je trouve stupéfiant que les gens ne s'arrêtent qu'à la fin et n'arrivent plus du tout à penser quelque chose dans un processus historique. Et là, je me fais reprocher d'être antisémite. Je soutiens Vera Sharav, je soutiens... Donc là, je me dis, mais là, c'est un exemple de folie. C'est un exemple de folie, et on voit bien que même l'argument... il n'y a plus d'argument, quoi. Et donc après, Vera Sharav, effectivement, a sorti son documentaire en 5 parties, qui est finalement assez épouvantable. Alors c'est vrai que moi, avec mon paradigme, j'espère toujours avoir tort. Je me dis, j'espère que c'est pas ça, quoi. J'aurais pitié que je me trompe. Quand j'écrivais sur les droits sexuels, c'était pitié que je sois en train de me tromper, quoi. Mais le problème, c'est que je vois que c'est pas le cas. Donc je suis obligée maintenant de mettre en place la notion d'une intentionnalité maléfique. Cette notion d'intentionnalité maléfique, là encore, c'est pas nouveau dans l'histoire. Je veux dire, tous les passionnés du pouvoir vont chercher à un moment donné à conserver ce pouvoir et à l'exercer toujours plus. Et ça fait partie de la nature humaine. Et ça aussi, ça fait partie du secret pervers. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de le dire. Ça a disparu. Et donc, on est dans cette époque très particulière où déjà les mots n'ont plus le sens des mots. Alors de nouveau, tout un courant d'écrivains, de dramaturges avait beaucoup joué autour. Vraiment, il faut relire Ionesco entre la cantatrice chauve, le roi se meurt, rhinocéros, tout y est, les chaises, c'est sidérant. Et notamment, moi j'utilise beaucoup le mot de fascisme parce que pour moi c'est très important, même si c'est incompris, même si ça fâche certaines personnes, de dire le réel. Et le fascisme, dans son acception la plus élémentaire, c'est la fusion entre l'État et les grandes entreprises. Et dans quoi sommes-nous sinon ça ? C'est évident aujourd'hui que nos gouvernements servent les intérêts de certaines grandes entreprises qui sont instrumentalisées par les grandes entreprises, que les agences gouvernementales comme Swissmedic sont infiltrées à la botte et avec le processus de pantouflage. Enfin, tout ça est visible sous nos yeux. J'ai vu que Barbara Stiegler, qui est une des rares philosophes en France, a osé s'exprimer. Elle est très de gauche, ce qui n'est pas mon cas, mais je me retrouve dans pas mal de choses qu'elle dit. Et elle ose dire le régime macronien est fasciste. Et je trouve que c'est important d'utiliser les mots, même s'ils choquent, parce que précisément, on est en train de complètement dévoyer le langage. Et puis d'un autre côté, qu'il y a une euphémisation complète des réalités qu'on évoque. Alors, Ariane, heureusement, toi, tu nous aides à rester extrêmement optimiste parce que tu dis que ça va durer au moins 20 ou 30 ans. Mais Matthias Desmet, qui est un autre penseur qui a vraiment apporté des contributions très très utiles,
Lui, vraiment, il nous invite à rester immuables dans notre affirmation du réel. Et au fond, sa pensée, c'est que tout délire totalitaire et toute psychopathologie totalitaire a de toute manière vocation de s'auto-détruire. Le problème, c'est qu'elle cherche à détruire tout le monde avec. Et puis, on est dans cette situation, et ça, c'est vrai que c'est une différence avec les années 30, et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens n'arrivent pas à voir. C'est qu'aujourd'hui, selon l'expression consacrée, on est dans une guerre de 5e génération. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'envoyer les milices SS casser les vitrines des appartements et brûler les livres. On peut faire tout ça sur Internet, dans le numérique, à la radio-télévision suisse. Ça passe tout aussi bien, c'est tout aussi efficace. Et puis, il n'y a rien qui fasse penser qu'on soit dans une dérive totalitaire. Donc, la plupart des gens qui sont hypnotisés me disent « mais vous délirez, il n'y a rien de tout ça ». Alors qu'on est dans tout ça, mais dans une échelle différente, avec toutefois l'avantage jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même, il vaut mieux se faire lapider dans les journaux que plus personne ne lit, que de se faire embarquer par la Gestapo. Donc, ça veut dire qu'on a encore une certaine marge de manœuvre. Et donc, Matthias Desmet, lui, il dit, soyez immuables dans votre affirmation des choses, tenez bon, parce que quelque part, il ne le dit pas comme ça, mais c'est comme ça que j'interprète, ça sera aussi à qui s'épuisera en premier. Et si vous arrivez à vous préserver tout au long de ce délire, en gardant votre santé psychique, en restant ferme sur vos valeurs, pour autant qu'on ne se fasse pas rafler et psychiatriser, c'est bien sûr que le jour où ça arrive, voilà, c'est mal barré pour un temps. Enfin, lui, tu vois, pense que ça peut être plus court que ça, et en tout cas nous invite beaucoup à nous recentrer sur l'essentiel et à l'affirmer encore et encore et encore et encore, comme manière aussi pour nous de nous rappeler en permanence déjà le réel, mais aussi ce pourquoi on se bat. Sachant que de toute manière, la fin de l'histoire n'est pas connue, et que comme le disait Alphonse Allais, de toute manière, aucun d'entre nous n'en sortira vivant. Donc, tôt ou tard, on sait qu'on passera dans une autre dimension, mais pendant le temps où on est là, en tout cas, qu'on soit dans cette affirmation et dans ce travail d'éclairage. Parce que qu'il ait à court terme ou non l'occasion de générer quelque chose de l'ordre d'un changement, et à court terme, c'est plutôt mal barré, mais au moins on le fait, et ce faisant, on cultive notre propre équilibre et notre propre santé, mais on le fait vivre aussi entre nous. Comment est-ce que tu verrais cette question, ici, maintenant, pour les mois qui viennent, pour les années qui viennent, quelles sont les meilleures suggestions quant à la manière de se positionner à travers ça? Je pense que alors je ne rejoins pas Mathias sur la question de la durabilité, effectivement. La temporalité. Moi, je pense qu'on est embarqué pour un certain temps et qu'on n'a eu que l'apéritif. Et bon, voilà, si vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, ben voilà, en 2020, ça ne veut pas dire, hein, je peux me tromper encore cette fois-ci, mais j'avais déjà annoncé, et puis je reprends les mêmes réactions à chaque fois, je pense que nous sommes embarqués que pour l'apéritif. Donc la Gestapo, peut-être qu'elle va arriver un jour aussi. Et elle a déjà, par exemple, moi j'aimerais parler du cas de Virginie Daro-Recchia, juste pour qu'on comprenne, donc, qui a été arrêtée à la DGSI, donc section antiterroriste peut-être juste préciser, c'est une avocate en France qui a posé des plaintes remarquables. Voilà, donc elle a été Virginie Daro-Recchia. C'est mon avocate. Et donc qui a été embarquée l'année dernière en France à la section antiterroriste sans motif, sans aucune justification, où elle y est restée 60 heures. Pendant plusieurs heures, on ne savait pas où elle était. Elle a subi différents types de mauvaises conditions, on va dire, de façon euphémisante, de garde à vue, 18 heures d'interrogatoire avec des questions complètement délirantes. Et son cas, par exemple, n'est pas du tout pris en charge aujourd'hui par les médias, même alternatifs, parce qu'il y a un déni. Je ne sais pas en fait ce qu'il y a. Tout simplement, si son cas fait jurisprudence en cour de cassation, ça veut dire que n'importe quel avocat sera criminalisé pour les crimes potentiels de son client. D'accord ? Puisqu'elle, en fait, elle a été arrêtée pour
parce qu'un de ses clients, etc. Sauf qu'un avocat, il n'est pas lié au crime de son client. On est d'accord? Donc, ce qui est en train de se passer est extrêmement grave. Toutes les professions sont en train d'exploser. Mais ça veut dire que plus personne n'aura d'avocat pour pouvoir être défendu dans une opposition politique d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Donc, par exemple, ça, ce sont des critères de gravité de là où nous basculons. Mais le deuxième critère de gravité bien plus important est la non-prise de conscience et l'absence de réaction. Donc ça, c'est vraiment le travail sur la lucidité, c'est-à-dire que c'est vrai que ça fait partie un peu du côté oiseau de malheur, mais je pense que si on veut travailler à conserver sa santé mentale, il faut d'abord travailler à conserver sa lucidité. Et malheureusement, en période de dérive totalitaire, le réel n'est jamais agréable. Et on peut se raconter les histoires qu'on veut, le nouveau monde, la permaculture et le machin bidule. Pourquoi pas? Ça peut faire du bien, hein, ça peut vraiment, mais je crois que la priorité, c'est la conservation de sa santé mentale et son renforcement. C'est-à-dire que si on est, comme nous avons tous potentiellement, pour reprendre l'expression, un potentiel tyran en fait en nous, un potentiel fou, eh bien celui-là il faut vraiment le maintenir hors de possibilité d'émerger. Pour qu'il soit hors de possibilité d'émerger, il est donc très important de prioriser sa santé mentale, même avant tout le reste, parce qu'on ne fera rien sur sa santé mentale. Qu'est-ce que c'est la santé mentale? La santé mentale, c'est la lucidité dans son rapport au réel. Point. C'est-à-dire, on a beau me raconter tout ceci, tout cela, autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, c'est quelque chose qui permet de comment je vais analyser les discours, comment je vais éviter d'être pris dans des discours qui m'embarquent très très loin dans des croyances qui n'ont plus du tout de fondement, comment je remets de la rationalité là-dedans, et donc aussi comment je prends des plages de respiration, parce que comment on perd sa santé mentale, encore une fois, vraiment la première chose qui fait basculer, c'est la peur, c'est la terreur, c'est tout ce registre de la crainte qu'avaient identifié aussi les Grecs anciens, c'est-à-dire qu'il fallait purger ça, c'était très important, d'aller purger les excès de crainte et de peur, de terreur, d'épouvante. C'est par là qu'on est pris, et c'est par là qu'on va régresser, c'est par là qu'on va abdiquer, qu'on va aller chercher le groupe protecteur qui va vendre le gourou, ou le rêve, ou le machin. Ça existe partout, dans tout. Le développement des gourous aujourd'hui est spectaculaire, quoi. Donc, c'est qu'il y a une recherche de j'ai besoin d'aller trouver cette sécurité par rapport à mon angoisse. Mais on se rappelle, où est-ce qu'on trouve sa sécurité? Dans son imaginaire. C'est pour ça que les systèmes totalitaires persécutent la littérature. C'est tout aussi simple que ça. La littérature, sinon, ne serait pas dangereux. C'est parce que c'est l'endroit de l'imaginaire. J'ai eu l'idée d'ouvrir des ateliers littérature et totalitarisme où on s'est remis à créer. Les gens se sont remis à créer. Il se passe vraiment quelque chose quand on récupère sa faculté imaginaire, on récupère sa liberté. Donc, c'est ça, il faut l'avoir en tête. Je reste au quotidien. Donc oui, tenir face à un état de siège, oui, mais moi je dis que cet état de siège, il n'a vraiment pas dit son dernier mot et qu'on risque d'en voir encore des vertes et des pas mûres. Et donc c'est d'autant plus important de travailler à se renforcer individuellement. Et ensemble. Et ensemble après. Mais si tu n'as pas fait le travail, tu ne peux pas donner quelque chose de bon à l'autre. Voilà, de toute façon. Donc c'est vraiment la priorité, c'est l'exemplarité de quelques-uns qui tiennent debout. Voilà. Donc il faut travailler à tenir debout. Merci. Tu as beaucoup mentionné la lucidité. On se souvient de cette phrase magnifique de René Char. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil.
Elle est très belle parce qu'il parle de la blessure. Oui, c'est douloureux d'être lucide, et en même temps, c'est accepter cette part de souffrance qui nous permet d'approcher la lumière, là où dans le déni, le refoulement ou la sublimation, hein, et notamment, on l'a évoqué aussi, cette régression très infantile des gens qui disent il ne faut surtout pas nommer le mal parce que ça le renforce. Et que si on se met en résistance face au mal, on le nourrit. Ce qui est une pensée d'enfant. Mais en adulte, c'est pas comme ça. Si on n'est que dans le fait de nommer les choses douloureuses, on va nous-mêmes mettre en péril notre santé mentale. C'est important de trouver des plages de ressourcement, mais en même temps, être dans cette lucidité implacable et ne pas chercher à la fuir, notamment dans des narrations compensatoires, est particulièrement important. Alors, tu mentionnes l'attaque sur la littérature. Il y a l'attaque contre le journalisme. Donc, tu l'as dit avec Virginie, contre le travail de défense des droits des personnes, mais l'Union européenne est en train de passer un projet qui permettrait d'espionner les journalistes. Et vous voyez comme ils sont bêtes. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour encourager un système qui est en train, eux aussi, de les broyer, alors non seulement par ce totalitarisme, mais aussi, je crois que c'est Tamedia qui a commencé à licencier des journalistes pour les remplacer par de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ChatGPT. Oui, mais quand on fait un travail aussi stupide que celui qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas besoin d'autre chose que d'un robot pour pondre des textes de cette nature. Mais bon, ça c'est malheureusement ce côté suicidaire de la dérive totalitaire. On a vu récemment en France aussi que la justice administrative a retiré son agrément à Anticor. Donc en France, c'est particulier, c'est-à-dire que pour poursuivre de la corruption, vous devez avoir été accrédité par le gouvernement. C'est une exception française, mais ça correspond bien au degré de corruption extrême du pays. Et donc Anticor s'est fait retirer son agrément, ce qui veut dire que toutes les poursuites actuelles contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux et contre le secrétaire général de l'Élysée, qui a beaucoup d'affaires douteuses ici à Genève, tombent parce que la possibilité pour Anticor de se porter partie civile n'existe plus. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans ces événements, tout navrant qu'ils soient, même s'ils sont cohérents avec la dérive, c'est que ça montre aussi où est la peur du pouvoir. Et notamment la justice, parce que la justice, c'est le pouvoir qui, dans un ordre constitutionnel juste, doit pouvoir dire stop aux abus d'autorité, voire aux crimes des gouvernants, et puis l'information. Et notamment ce cartel de médias gavé de subventions et qui est dans un conformisme extrême de la pensée. Je cite souvent cette statistique. En France, il n'y a plus que 29% des gens qui font confiance aux médias. Et je trouve que c'est encore énorme, étant donné le travail qu'ils font. C'était le sondage officiel. Mais ça veut quand même dire qu'il y a 71% des gens qui ont bien compris que ce que vous lisez dans les médias, c'est pas ce qu'il y a à comprendre des choses. Et d'où l'importance de tous les médias indépendants qui existent, comme covidhub.ch et d'autres, parce que ça fait vivre ce regard honnête sur les choses, mais avec, là encore, des intentions vraiment très délirantes de complètement corseter le système. On sait comment l'Union européenne, là encore, veut mettre sur place une politique de lutte contre la désinformation. Et dans cette inversion, c'est-à-dire que toute l'information, ils vont la combattre en disant que c'est de la désinformation pour avoir le champ libre pour leur désinformation qu'ils font passer pour de l'information. Et c'est vrai que c'est du boulot pour garder son axe de navigation et sa boussole. Puis en même temps, quand on a compris comment marche le système, c'est assez simple. C'est la boussole sud. Et qu'est-ce qui fait qu'à notre époque, on ose présenter des gens comme Bernard-Henri Lévy et Raphaël Enthoven comme des philosophes, des amis de la sagesse? Alors que si on invitait des Ariane Biran ou des Barbara Stigler sur les plateaux de télévision en tant que philosophes, les gens comprendraient tout de suite. Mais on voit bien la logique. Donc voilà, je pense qu'effectivement, nous sommes les gardiens. Moi, j'ai travaillé en supervision pendant pas mal d'années dans des institutions qui étaient assez endommagées, parce qu'une autre partie du travail de Chapoutot, ça a été de montrer comment les méthodes de management contemporaines étaient inspirées des processus nazis d'industrialisation des processus. Et face à des gens, par exemple en protection de l'enfance, en travail social, en psychiatrie, qui se lamentaient, mais à juste titre, de la régression entre l'ouverture qu'il y avait eu dans les années 70
et les volontés d'humaniser les institutions, de décloisonner, de ça, est-ce que c'était devenu aujourd'hui, avait l'impression, un sentiment très douloureux. Et ce que je leur disais toujours, c'est qu'il y a des phases dans la vie des institutions, il y a des moments où on peut faire rayonner le vivant, et il y a des moments où il faut préserver la flamme. Parce que tout autour cherche à l'éteindre, et à ce moment-là, notre boulot, c'est pas de devenir président de la République, si tant est que ça serve à quoi que ce soit, mais de préserver la flamme au moment où elle risque de s'éteindre. Et ça, je pense que c'est vraiment notre mission première, et après, advienne que pourra. Je crois qu'on a déjà été assez disert. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose en conclusion de ce petit tour d'horizon avant qu'on ouvre peut-être à une discussion avec les personnes présentes? Oui, je pense que ce que tu dis sur préserver la flamme, effectivement, je pense que c'est le rôle de tout bon humaniste, en fait, au sens qui préserve les humanités. Et les humanités sont tout à fait en danger. Elles ont été sauvegardées depuis, pour certains manuscrits, depuis le 8e siècle ou avant Jésus-Christ ou autres, dans des temps très obscurs. Et aujourd'hui, finalement, on est vraiment en péril et que toute cette culture de l'esprit disparaisse de façon silencieuse, notamment par les réécritures diverses et variées et voilà, toutes les nouvelles idéologies. Et par exemple, je pense que c'est extrêmement important d'avoir des gens qui conservent des livres anciens, qui conservent des types de musique. Enfin voilà, il y a toute une conservation, un rôle de conservation à faire qui est peut-être pas spectaculaire, c'est peut-être pas aller vers la révolution du Grand Soir, mais ça sera peut-être beaucoup plus utile que la révolution du Grand Soir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Merci. Merci. Alors, vous savez qu'ils veulent même réécrire la Bible avec l'intelligence artificielle. Voilà, c'est le dernier projet du Valari. On voit vraiment ce délire, mais aussi au fait de ne rien laisser intact du passé. Voilà. Je me permets aussi de mentionner donc, que tu offres un certain nombre de séminaires et de groupes de travail sur ton site autour de thèmes extrêmement intéressants. C'est vrai que moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc il faut venir me chercher. Que tu as publié beaucoup de livres, alors en partie très pointus, comme la psychopathologie de la paranoïa, mais d'autres qui parlent beaucoup plus de la vie, dans devenir solaire, se protéger de la manipulation, travailler ses monstres intérieurs avec la mythologie, enfin tout un panel de propositions que j'invite toutes les personnes intéressées à découvrir, parce que voilà, je trouve que tu fais vraiment vivre dans une forme des propositions contemporaines ce qui nous permet de ne pas perdre cet ancrage qui est notre véritable sauvegarde par rapport au temps très sombre, mais malgré tout passionnant que nous traversons. Merci infiniment Jean-Dominique. Merci à vous tous. Merci Liliane. Parce que je trouve que c'est un exercice extrêmement utile d'être lucide, mais des fois c'est quand même un peu déprimant. Si vous pouviez chacun terminer avec une note optimiste. Donnez-nous une note qui nous permette de partir avec quand même un certain espoir et en ravivant la flamme. Comme tu veux. Comme tu veux. Je crois que l'enjeu, il est là, mais je le verrai d'une manière différente. C'est comment, tu sais, un des grands mystiques orthodoxes du XXe siècle a vécu des moments d'épreuve intérieure épouvantables et à un moment donné a entendu, venant dans la tradition orthodoxe de la source qui faisait sens pour lui, « Tiens-toi en enfer et ne désespère pas ». Et moi, je suis très réticent à cette idée de remettre de l'optimisme, de la positivité. Pour moi, la question, elle est autre. C'est est-ce que nous pouvons habiter ce réel, aussi désespérant est-il l'air d'être, sans que cela n'atteigne ma joie de vivre?
Et ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir cette grâce. Alors, je ne saurais pas nommer d'où elle vient. Peut-être que c'est juste cette curiosité extrême, sans doute aussi un sentiment de ma finitude. J'ai déjà frôlé la mort plusieurs fois dans ma vie. J'ai l'impression que toutes les années que je vis, c'est du bonus. J'aurais déjà pu... Vous savez, il y a cette phrase que je trouve très jolie, « Ne regrettez pas de vieillir, hein, c'est un privilège qui n'est pas accordé à tout le monde. » Et je trouve que c'est très très vrai, tu vois. Donc pour moi, ce sentiment de ma finitude, de nouveau, qu'on le veuille ou non, aucun d'entre nous n'en sortira vivant. Que ce soit demain, que ce soit dans 50 ans, on ne sait pas. Mais donc moi, je trouve cette expérience tellement passionnante, elle me replonge tellement dans l'essentiel, elle me met tellement en connexion avec des gens que j'aime, que j'ai appris à connaître, que tu vois, j'ai l'impression d'être comblé sans avoir besoin de convoquer l'optimisme ou la pensée positive ou parce que, voilà, plus l'obscurité grandit, plus la lumière est aussi là en contraste. Et moi, j'ai l'impression de me nourrir de ça. Donc, en ce qui me concerne, j'aurais pas souhaité qu'il arrive tout ce qui est arrivé, mais j'ai l'impression d'en retirer un fruit ou un miel particulier. Et je vous remercie pour ça, parce que c'est quelque chose qu'on vit ensemble. C'est vrai qu'on a chacun notre chemin à faire par rapport à ça, mais c'est vrai aussi qu'on grandit parce qu'on partage. Et ça, le fait qu'on se soit trouvé, qu'on vive cette succession de moments passionnants, voilà, après, si je dois me faire rafler dans 3 ans et que ma vie s'arrête, so be it. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on aura vécu de beau et de fort. Bravo. C'est dur de passer après lui. Hein. Oh, la réciproque est vraie. Alors, eh bien, je pense que je suis d'accord avec Jean-Dominique. Je pense même encore une fois que c'est comme l'histoire du progrès. Hein. Ce truc d'optimisme, c'est ce qui nous crée, en fait, notre auto-sabordage. On le sait depuis... Je vais regarder la mythologie grecque, et il n'y a aucun personnage qui acquiert l'immortalité sans avoir fait sa catabase, sa descente aux enfers. Et il faut avoir fait sa descente aux enfers. Qu'est-ce qu'on va trouver dans sa descente aux enfers? Donc, pourquoi on veut fuir notre dépression? Mais allons dedans. Allons dans notre dépression. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver un trésor qui est notre authenticité d'être. Et je discutais aujourd'hui avec mon mari de ça. Et je lui disais, non, mais c'est vraiment une discussion passionnante. Je lui disais, on se disait finalement, qu'effectivement, on sait reconnaître une personne instinctivement qui est allée là-dedans, c'est-à-dire au fond de ses tripes, au fond de sa dépression, et elle y a rencontré son authenticité d'être. Donc cette personne-là, elle ne va pas chercher le conformisme, le masque social, tout ça. Elle va chercher, toi, tu es qui en face, en fait? Tu es qui en face? Exactement. Je veux dire, dans l'épreuve, tu es qui? Demain, tu me laisseras tomber ou tu ne me laisseras pas tomber si je suis dans la merde? Moi, c'est une question fondamentale pour moi. Moi, je ne peux être entourée que de gens qui ne me laisseront pas tomber si je suis dans la merde. C'est une question fondamentale. Et je vous assure que quand vous avez vraiment vécu les épreuves qui vous mettent dans la merde, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus personne. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc moi, je n'ai absolument rien à faire d'aller faire de la sociale, de la mondanité. Moi, j'ai besoin d'avoir des gens comme ça autour de moi. Et je les reconnais. Mais je les reconnais parce qu'à un moment donné de ma vie, à 20 ans, je suis allée au fond de ma dépression. Et j'y ai trouvé cette pulsion de vie. Donc, aller au fond de notre dépression, c'est ce truc d'optimisme, de machin, mais on est juste en train de perdre du temps par rapport à se rencontrer soi-même. On se rencontre soi-même dans le fond de sa dépression. Bah oui, mais je suis désolée de le dire, je ne suis pas la seule à le dire. Enfin, Jung l'avait dit avant, et la mythologie grecque l'a dit bien avant. Connais-toi toi-même, c'est connais-toi toi-même dans le fond de ta dépression. Qu'est-ce qui reste quand tu as tout perdu ? Qu'est-ce qui reste quand tu as perdu tes illusions? Qu'est-ce qui reste quand tu as perdu, tu crois que tu es en ami, mais tu n'as plus tes amis, tu as perdu ton couple, tu as perdu ton machin. Qu'est-ce qui reste de toi? Et mais ce qui reste de toi, c'est ta valeur profonde. C'est ton essence profonde. Et c'est celle-là qui va te servir.
Et dans cette essence profonde, il y a effectivement une connexion transcendante. Il y a vraiment quelque chose qui est de la pulsion de vie, qui est presque ce qui reste en nous. Nous sommes vivants, et ce qui reste en nous quand on va au fond de notre dépression, ben, c'est plus du tout notre mental, notre machin, notre truc. C'est finalement, on va rencontrer notre pulsion de vie. Et quand on va au bout, pas quand on essaye de la contourner, de mettre des trucs dessus, des trucs d'optimisme et des machins, voilà. C'est ma réponse.